Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette c'est déjà le 10e webinaire WhatsApp, cette 10e édition. On s'est parlé la dernière fois, c'était les réunions de lancement à Paris et à Tunis, qui ont été des beaux succès, notamment grâce à nos talents. Et je crois que la fois d'avant, on s'était parlé en webinaire en décembre. Voilà, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Je suis accompagné de Amandine, de Séverine et de Laurent. Donc, ce qu'on a au menu, si on va juste sur le slide peut-être suivant, voilà, ce qu'on a prévu, c'est, comme à l'accoutumée, je vais vous faire un point rapide sur l'actualité du groupe et le business, le chiffre d'affaires du groupe. Et puis Amandine reprendra la suite pour parler de l'activité MSH Monde. Et puis on zoomera sur la France et Laurent nous donnera un point d'activité, notamment commercial, pour MSH France. On viendra également vous parler du baromètre social. On vous en avait parlé en décembre de l'année dernière. Donc, je suis sur le baromètre social 2023. Et on avait lancé 3 axes de réflexion. Du coup, on s'était dit que ça valait le coup de vous faire un update, notamment avant le lancement du baromètre social 2024. Vous voyez un petit peu ce qu'on a prévu, ce qu'on voudrait faire. Ensuite, c'est Séverine qui va nous parler du service et de ce qui est fait au niveau de l'évolution des offres. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez MSH pour choisir quelle offre on met en avant, quelle offre on met en marché ou pas. Et puis, comme à l'accoutumée, on aime bien également vous faire découvrir un aspect du groupe. Et on fera venir Alain Sprout, qui est le DG de Driassure. Driassure, c'est une pépite dans le groupe, une spécialité sur le courtage en assurance diamantaire, notamment, les bijoux, etc. Et donc, voilà, c'est fait partie du groupe et Alain, directeur général, vous en touchera un mot. On aura des questions-réponses. On fera d'abord toutes les parties de nous 4 et puis après, on fera les questions-réponses sur l'activité du groupe et de MSH. Et puis après, la découverte de Driassure. Et il y aura des questions éventuellement pour Alain avant d'aller à la conclusion. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Je vais commencer par l'actualité du groupe. Donc, vous l'avez vu déjà, on a publié le mois dernier le chiffre d'affaires et les résultats du groupe au titre de 2023, avec une belle croissance de 14%. Si vous avez en tête, en 2022, on avait fait plus 9% par rapport à 2021, là, plus 14%. Donc, il y a vraiment une belle dynamique au niveau du groupe sur le chiffre d'affaires. Sur les 14%, il y a à peu près 10% qui est de la croissance organique, notamment la Business Unit internationale et MSH, qui sont des moteurs de croissance. Et puis, il y a de la croissance inorganique, c'est-à-dire des acquisitions, notamment au Maroc, à ASK ou dans le crédit avec Urios, qui amène les 4 points entre 10 et 14. Voilà, au niveau de la bonne dynamique du groupe, elle continue sur 2024. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les chiffres du premier trimestre 2024. Donc, vous voyez 343 millions de chiffre d'affaires net, à comparer à 309 millions en fin mars de 2023. On a donc une croissance de 11%. Cette croissance de 11%, elle est meilleure que le plan. Si on regarde la toute dernière colonne, on voit 102%. On fait 2 points de mieux que ce qui était prévu au plan à fin mars. On avait prévu une croissance de 9, on est à 11. Et si vous regardez dans le détail, ligne par ligne, toutes les business units sont soit au budget, soit en avance sur le budget, parce que vous voyez qu'on est entre 100 et 104% pour la BU internationale, qui est la plus en avance de toutes les business units. Donc, nous, le petit signe en haut à droite, on touche du bois, de manière à ce que ça dure et que la mobilisation de toutes et tous nous permette de continuer sur cette lancée. C'est vrai que c'est toujours mieux de démarrer l'année avec un peu d'avance, plutôt que de se retrouver avec du retard et le restant de l'année pour arriver à faire le budget. Voilà, dans le détail, vous voyez qu'il y a une très belle croissance sur l'entité de la BU internationale. On voit là la partie aussi inorganique, notamment ASK. Et puis, vous voyez que, Amandine en parlera, MSH, donc on est IPMI, n'est pas en reste avec une jolie croissance de fin mars 2023 comparée à fin mars 2024 comparé à 2023. Voilà, alors un tout petit point de vigilance, il est minime. On a une croissance de l'EBITDA de 8%. Quand on a une croissance des revenus de 11%, ça veut dire qu'en fait, nos coûts d'exploitation sont en croissance supérieure à celle des revenus. On a un petit point de vigilance sur nos coûts d'exploitation, notamment nos coûts de manœuvre, mais c'est très gérable par rapport à l'exercice. Dans l'activité du groupe, non, c'est bon, voilà. Dans l'activité du groupe, on a annoncé le mois dernier
le fait que nous avons pris 51% dans le courtier Nasco. Donc, je me suis dit que c'était bien de vous en toucher un mot. Nasco, c'est un courtier d'origine libanaise qui a en fait deux activités, celle de courtage en risque d'entreprise, comme dit aussi Assis, mais sur le Moyen-Orient, où ils ont une position très forte, notamment aux Émirats. Mais c'est également un courtier de réassurance, Nasco Ré. Ils font 110 millions de dollars de revenus en 2023, à peu près 60% sur l'activité courtage direct au Moyen-Orient et 40% sur l'activité de réassurance. Ils sont dans 12 pays avec 576 employés très exactement. Alors le deal n'est pas encore consommé, on doit aller voir les autorités dans les différents pays où ils sont de façon à avoir leur approbation. Et lorsqu'on aura leur approbation, on pourra faire ce qu'on appelle le closing. Et à ce moment-là, effectivement, on sera bien, consolidera l'ensemble des chiffres. Ça veut dire quand même que, et c'est pour ça que je voulais vous en toucher un mot, dans la stratégie Horizon 2027, qui est sur le courtage traditionnel en risque d'entreprise, faire Europe continentale, Afrique, Moyen-Orient, on est en plein dans cette stratégie, puisque nous devenons, Diossi Assis et Nasco réunis, le deuxième courtier en risque d'entreprise au Moyen-Orient. Donc c'est bien, et en termes de spécialité, ça nous permet de nous renforcer en réassurance. Voilà, on a lancé des groupes de travail d'ailleurs avec Nasco pour voir, notamment pour Dubaï, pour nous, ce qui peut être fait. Dans le reste de l'actualité, très rapidement, on a été victime, le groupe, mais MSH est impacté d'attaques cyber sur des opérateurs tiers payants. Vous en avez sûrement entendu parler. Almeris et Viamedi, c'était en début d'année, et donc des données ont été volées de ces opérateurs TP, et ces données peuvent être des données de clients MSH. Donc on a dû faire un gros travail pour aviser les clients, et puis pour déclarer à la CNIL, etc., et puis de voir ce que ces opérateurs de tiers payants faisaient demain pour améliorer leur système et que ça ne se reproduise pas. Je voulais vous en toucher un mot parce que ça rappelle l'importance, ça rentre maintenant les attaques cyber dans notre quotidien, donc l'importance de la gestion des mots de passe, de la gestion des habilitations, de la gestion des accès et tout le travail qui est engagé sur ces chantiers-là. Un mot également sur l'informatique, même si on n'a pas une bonne passante très bonne aujourd'hui, si j'ai bien compris, pour vous dire qu'il y a des travaux en cours sur l'amélioration de l'environnement Citrix et l'amélioration de façon plus générale de notre architecture pour la faire converger et l'améliorer, sachant qu'on travaille également avec les équipes vis-à-vis du prestataire Worldline, et là ça concerne l'outil Contact. Donc je sais que ce n'est pas toujours simple, que votre vie n'est pas toujours facilitée par les problèmes d'informatique. Donc simplement, un, voulais le reconnaître, et deux, vous dire de ne pas désespérer. C'est de l'informatique, donc c'est toujours un peu plus long que ce qu'on veut, un peu plus cher que ce qu'on prévoit. Mais on est dessus, il y a une conscience qui est prise des problèmes et on essaie de les traiter. Voilà, on va bientôt lancer le baromètre, pardon, juste pas tout à fait terminé, le baromètre social. Donc, l'année dernière, on a eu un taux de réponse assez faible, de l'ordre de 55%. Donc, ça serait bien, c'est votre opportunité de répondre un peu et de donner votre feedback sur le groupe, ce qui va moins bien, ce qu'on doit faire pour s'améliorer. Donc, s'il vous plaît, saisissez cette opportunité de donner votre feedback de manière à ce qu'on puisse s'améliorer. Ce ne serait pas idiot de chercher 70 à 80% de taux de réponse. L'entité que nous avions à Singapour est décrochée de MSH, on vous l'avait dit au moment des kick-offs, elle est dans la BU internationale et dans la foulée, elle s'est renommée, vous le voyez, Diossi Assis et GIA. Et puis, dernier point, on a eu notre premier séminaire international au niveau de Diossi Assis à Versailles en mars. C'était une belle réussite, on va recommencer l'expérience et il y avait tous les DG des business units MSH qui étaient présents, donc qui rappellent la contribution de MSH sur l'expansion internationale du groupe. Voilà, j'en ai fini sur l'activité générale du groupe et je laisse Amandine vous parler de MSH. Merci Fred, bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as indiqué, on a un bon début d'année et MSH se positionne bien dans la dynamique du groupe que tu as évoqué à l'instant. Donc, quasiment tout le monde est soit au budget, soit au-dessus. Vous voyez sur la ligne totale MSH qu'on est à 103% versus budget, donc on est même un petit peu en avance. Et par rapport à l'année dernière, effectivement, eh bien, on est à plus 19% hors effet de change. Vous savez, voilà, qu'on vous présente toujours la performance avec ou hors effet de change, puis un petit effet sur ce premier trimestre.
Donc voilà, c'est très bien. Vous voyez les performances par entité. On a en particulier le Canada qui démarre bien. C'est l'effet du contrat Maple Leaf, hein, le contrat pour le gouvernement fédéral canadien. La France affiche aussi un bon débarrage. Pareil pour la Chine. On a une petite inquiétude, je dirais, qui ne ternit pas la performance d'ensemble, hein, plutôt du côté allemand, hein, du côté de BDAE, qui a eu du retard dans le lancement de son nouveau produit Expat-Kiss. Voilà, mais comme tu l'as dit Fred, un bon début d'année qui nous met sur de bons rails pour cette année 2024. Je rappelle que sur toute l'année, on a une cible de chiffre d'affaires de 121,7 millions d'euros. Voilà. Et puis là, je vous parle du chiffre d'affaires, mais évidemment, dans l'ensemble, aussi à noter, en particulier pour la France, à mettre au crédit de la France, le bon démarrage de la nouvelle plateforme de gestion à Kuala Lumpur, avec la création de l'entité juridique à Kuala Lumpur en Malaisie depuis le 8 mars, le recrutement de la directrice opérationnelle très peu de temps après, le 18 mars, et puis voilà, des opérations qui s'enchaînent très bien pour être au rendez-vous du lancement effectif de la plateforme à la rentrée. Voilà. Merci. Un petit zoom sur la France. Alors, je crois que c'est après. Pardon, c'était ça. Pardon. J'ai oublié. Tu peux appuyer Il y a du lag. Il y a du lag. Oui, et alors je pense que ça ne vous a pas échappé parce qu'on ne s'est pas privé de communiquer fortement. Donc, quand même, voilà, c'est un gros succès ce premier trimestre. Donc, nous avons remporté collectivement le l'Argus d'or de l'assurance pour la nouvelle offre bilan santé All Staff. Donc c'était le 23 avril. Donc vous voyez la photo de l'équipe qui est allée chercher le prix. Donc évidemment, on en est fiers parce que c'est un produit innovant qui est, je dirais, le produit phare de notre nouvelle stratégie très axée sur les services de santé. On est fiers aussi parce que c'est un travail collectif. Toutes les équipes ont été mobilisées, le médical, le commerce, le network, évidemment, l'IT. C'est un travail conjoint totalement entre Paris et Tunis. Donc voilà, encore bravo, merci et bravo à tous. Et puis évidemment, ça nous permet de communiquer largement et puis d'essayer de moissonner au maximum et de décrocher de nouveaux contrats. Ouais, super, bravo aux équipes, c'est génial d'avoir eu ce reward. En plus, ce produit, je crois que, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle cette semaine. Il va se vendre, donc bravo à tous. Je pense aussi au réseau qui a pas mal bossé pour retrouver rapidement pour Renault les providers dans des distances et dans un timing assez serré. Alors cette fois, c'est bien à toi. Merci beaucoup, Fred. Alors, comme à l'accoutumée, un petit point business avec notre premier segment traditionnel, tout ce qui est organisation internationale, les grands comptes corporate et puis les MOFA, les ministères des Affaires étrangères. Il y a un très joli pipe en ce moment. Il est évidemment bien trop tôt encore pour dire ce qu'on doit réaliser ou pas. Mais pour citer quelques noms, on est finaliste à l'oral du MOFA Indonésie. L'appel d'offres de l'OSCE, Organisation de sécurité et de coopération européenne, est parti et lancé. On a l'appel d'offres de l'AFD, l'Agence française de développement, qui va prochainement sortir. Il y a le cabinet de courtage Mercer qui vient de nous saisir sur l'appel d'offres pour faire la gestion du joli contrat corporate Schneider Electric. Et puis, même s'il n'est pas encore sorti, il y a le French MOFA qu'on attend avec impatience puisque c'est un très très gros contrat et il est français, donc on se dit que Message France pourrait se positionner légitimement dans l'accompagnement du French MOFA sur les soins de santé de ses expats. Sur l'individuel et le middle market, qui de mieux que Séverine pour vous en parler? Eh bien, très simplement, en début de semaine dernière, on était sur l'individuel, donc direct et courtage confondus, à plus 16% par rapport à 2023, ce qui est une très belle performance et un très beau démarrage pour l'année. Et côté middle accounts, deux belles signatures en début d'année. Donc GTT, c'est Gaz Transport et Technigaz, très belle affaire signée par Sylvie pour 70 000 €
de commission. Donc, c'est un beau compte et on a la prévoyance qui pourrait suivre. Et Camina, là, on est sur le secteur minier au Cameroun. On est sur 15 000 € de commission et c'est un compte qui nous vient, enfin, c'est du cross-sell qui nous vient de l'individuel. Du coup, on a pu avoir l'entreprise complète ensuite. Génial. Eh ben, c'est chouette, et ce que vous dites pas, Séverine, parce que sinon il y a Fred qui va encore nous remonter nos objectifs, mais c'est que sur le middle market, elle est déjà à plus de la moitié de l'objectif de l'année. Et puis 16% de croissance en individuel, ouais, ça y est, j'ai balancé. Sorry Séverine. Et sur l'individuel, le plus 16%, c'est pas encore l'hyper-croissance, mais ça commence à poindre le bout de son nez. Donc bravo aux équipes, on ne lâchera pas l'individuel et le middle market. C'est un axe de stratégique fort et on croîtra fort. Gestion pour compte, vous savez que c'est aussi un de nos axes de développement et il marche bien. On a eu de beaux succès l'année dernière, je ne reviens pas dessus. Il y en a d'autres qui commencent à pointer le bout de leur nez. Il y a Malakoff Humanis avec lequel on travaillait très modestement jusqu'à présent, qui nous a écrit la semaine dernière pour nous dire qu'il souhaitait nous confier 2 comptes en gestion. Comme ça, parce que il trouve qu'on travaille bien. On a d'excellentes relations avec AIG et la reprise du portefeuille nord-européen au 1er janvier dernier s'est très bien passé et on garde tous en tête qu'il y a encore un très beau portefeuille à aller chercher, celui qui est aujourd'hui placé chez Ener. On se donne 18 mois pour le récupérer, mais ça peut faire un très très beau portefeuille additionnel. Et puis, on a aussi lancé des échanges avec Allianz qui se pose la question de nous déléguer en gestion pour compte son portefeuille d'organisation internationale en Autriche. Aujourd'hui, il y a un système de CFE en Autriche et si MSH sait gérer en guichet unique, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui avec la CFE pour nos Français en Autriche, eh ben, ils envisagent de nous déléguer tout leur portefeuille. C'est un portefeuille de 20 millions € de primes assurance. Donc ça pourrait faire de jolies commissions pour nous. Donc vous voyez que l'activité TPI, là aussi, on ne lâche pas, on continue de creuser, on continue d'avancer, on est constant dans notre stratégie et on a de jolies perspectives. Toujours pareil dans notre stratégie, on avait dit qu'est-ce qu'on est bon en France. Sur le grand corporate, on a la moitié ou les 2/3 des boîtes du CAC 40 comme clients. On veut exporter ce savoir-faire en dehors de France, en Italie, en Espagne, en Europe du Nord, en Suisse. Et là aussi, et ben, ça marche bien. Et j'en veux pour preuve la très jolie réalisation qui nous a été confirmée il y a 2 semaines, que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Icano. Icano, c'est une grosse filiale de 15 000 personnes du groupe Ikea. Donc là, on a fait de l'Europe du Nord et on l'a gagné avec AIG, justement. On a passé l'oral ensemble et les équipes ont brillé. Et on a remporté Ikea au grand dam de Signa, qui a tout le reste des expats du groupe Ikea. Et on vient de leur voler cette première filiale. Et on n'en est pas peu fiers parce qu'en plus, la filiale Icano, c'est la filiale qui porte les activités de banque, les activités immobilières, mais aussi les activités de courtage d'assurance pour l'ensemble du groupe Ikea. Donc, dit autrement, si on est bon sur Icano, comme derrière Icano, il y a le courtier en assurance de tout le groupe, et on pourrait même commencer à percer encore un peu plus. Saipem, on commence la phase de déploiement, ça se passe bien, et puis on veut aller chercher pour le plaisir, et parce qu'on aime accélérer fort, Ferrari. Et ce n'est pas tout, puisque on a aussi, et on ne le dira jamais assez, à défendre nos clients en portefeuille. Et il y avait cette année beaucoup de gros contrats qui arrivaient à échéance et donc d'appels d'offres lancés. Il y avait le ministère des Armées avec l'UNEO, Nestlé, TGF, le bout qu'on a sur la FAO et puis notre fameux Mofaïrak, donc vous savez qu'il est remis en appel d'offres chaque année. Donc beaucoup de sueur et de travail et pour l'instant, so far, so good. Sur le ministère des Armées, ben, on a tout remporté. Très très gros succès avec l'UNEO d'une part et avec Clésia d'autre part. On a juste envie de dire bravo. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Nestlé, sur lequel on était challengé, puisqu'il y a un des patrons de la captive de Nestlé qui était, de ce qu'on nous avait dit, assez pro-Signa et qui, ben, suite aux prestations qui ont été délivrées, a dit « je re-signe avec MSH et bravo ».
Bah voilà, donc là aussi, c'est à la compétence qu'on est allé chercher cette reconduction. Sur le TGF, alors il y a une petite pendule, on vient d'avoir une potentielle bonne nouvelle, le TGF nous disant, mais finalement, on est bien avec vous, on a regardé nos statuts et on a peut-être le droit de proroger d'un an sans faire d'appel d'offres. Est-ce que ça vous irait? Vous vous doutez bien qu'on a tout de suite dit, ben oui, que ça nous irait. Et donc ça va bien aussi. Et donc il nous en reste encore deux sur lesquels on est au combat. C'est le bout qu'on a sur la FAO et c'est le MOFA Iran. Voilà, pour l'instant, c'est un sans faute sur nos défenses. Bravo à tous, et ça passe par la qualité de service, je le dis toujours, délivrée par nos équipes opérationnelles en gestion, au service médical et au réseau, et évidemment un suivi commercial sérieux. Et puis enfin, dans notre stratégie, on l'a toujours dit, on est fiers de prodiguer des conseils sur nos contrats santé, on est fiers de les gérer avec beaucoup de professionnalisme, mais on ne veut pas être simplement réduit à un rôle d'excellent gestionnaire de contrats de frais de santé ou de prévoyance pour des expats ou des fonctionnaires internationaux. On veut délivrer des services de santé et en faire un des cœurs de notre offre. C'est là aussi le fameux succès que Amandine vous a présenté, puisqu'on a lancé, on a conçu un produit sur un an avec toutes les équipes de façon très collective. Et on se trouve qu'on a eu le plus beau prix qui puisse exister sur notre métier en France en prévoyance santé. Voilà, ça ne manque pas. Et puis, avoir des trophées, c'est bien, mais faire du business, c'est mieux. Et donc, comme vous le savez, on a signé Renault sur ce produit, très exactement ce produit. Pour donner quelques ordres de grandeur, c'est quand même 400 à 500 000 euros de commission annuelle et plus si affinité, puisque pour l'instant, on a déployé le projet sur la moitié de la population mondiale de Renault. Et donc, il y a une autre moitié à aller chercher dans un an si on délivre à l'attendu, ce dont je ne doute pas. Et puis, Fred vous en parlait il y a quelques minutes. On attend pour cette semaine la réponse sur un appel d'offres de pur service de santé avec BNP Paribas. On croise les doigts et puis après, il a fallu faire une sélection parce que sinon, j'ai encore explosé mon quota de temps. Mais il y a d'autres contrats comme Michelin qui sont en cours. Et puis enfin, cette année, et je m'en arrêterai là, on a de très très gros appels d'offres qui sont sortis en conquête. Alors, les anglo-saxons appellent ça les baleines. Il faut qu'on aille chercher une baleine, donc c'est pas un petit poisson, vous l'aurez compris. Et il y a 3 très très gros appels d'offres qui sont mis sur le marché cette année. La FAO dans sa totalité, aujourd'hui, pour vous donner des ordres de grandeur, on a 10 à 15% du périmètre. Donc là, ce qui est remis en jeu, c'est 100% du périmètre. C'est un contrat qui peut faire 2 à 3 millions d'euros de commission à lui seul. Deuxième baleine, l'OCDE, rien que ça, qui est depuis plus de 25 ans chez Malakoff. Voilà, ça c'est une super target. Et puis, le plus gros contrat corporate IPMI de la planète Terre, il n'y a pas plus gros au monde, c'est Schlumberger. Je crois que les anciens le connaissent très bien. Il sort en appel d'offres et on a un petit goût de revanche dans la bouche. Voilà, 3 baleines. Si vous m'en faisiez une, je crois qu'on serait tous extrêmement fiers de vous. Fred, c'est M. Balzen, il en veut toujours plus, il en voudrait 2, mais voilà. Donc vous l'aurez compris, on est très bien lancé, ça marche très bien, on a très gros appels d'offres, et puis comme d'habitude, on se revoit dans quelques mois pour savoir ce qu'on a réussi tous ensemble. Merci. Il y a Karine qui veut bien aider à chercher les baleines, j'ai vu dans les commentaires. Voilà, merci Laurent pour l'actu commerciale. On voit qu'il y a quand même pas mal d'activités et des défenses qui se passent, je touche du bois pas trop mal, et des attaques qui vont, j'espère, bien se transformer. Alors, un mot sur le baromètre social 2023. On vous avait fait une présentation en décembre, on vous avait donné 3 axes sur lesquels nous souhaitions travailler, la beauté du métier MSH. En creux, ne ressortait pas toujours la partie propre à notre métier qui peut être fulfilling, je ne sais pas comment dire en français. On se dit que ce serait bien de parler, le management, notamment les pratiques managériales, et puis la communication. On avait fait un appel à volontariat, et certains d'entre vous ont accepté, ont répondu, et on a fait du coup 3 GT, animés par Amandine, Laurent et moi-même, et je propose que rapidement on déroule chacun des axes avec ce qu'on a prévu. Donc je crois que c'est toi le premier, Laurent. Alors, hyper rapidement, pour rattraper mon petit retard, on a fait le constat que toute la journée, tous, on était les dans le guidon. Et donc, on gère les urgences, on éteint les feux,
Affidé ses équipes s'attaquent au problème informatique, quand Pressert doit émettre une PEC en urgence, ben, il faut le faire, et puis les commerciaux gèrent les clients qui crient, et puis il faut répondre à des appels d'offres. Ça, c'est notre quotidien. On est payé pour ça et c'est bien, mais finalement, ce quotidien nous éloigne du fait de prendre un tout petit peu de recul et de dire bah, au quotidien, c'est vrai que j'ai l'impression de traiter des mails, d'éteindre des feux, des incendies, de tout faire dans l'urgence, mais finalement, je suis un élément qui forme un tout, et ce tout, il a une raison d'être qui est assez magnifique, celle d'apporter à tous un accès aux meilleurs soins, au meilleur prix, et partout dans le monde. Et ça, on se dit que parce qu'au quotidien, on en a plein la tête, et bon, on l'oublie, et c'est dommage, parce qu'on est très, très, très fiers du métier qu'on fait et de ce que chacun fait au quotidien pour contribuer à cette raison d'être. Et donc, on s'est dit que, il allait falloir faire deux choses pour qu'on prenne conscience de la beauté et de la fierté que l'on a à faire le métier qu'on fait chaque jour quand on vient travailler. Premièrement, on va se doter d'une raison d'être, c'est-à-dire une punchline, comme dirait Fabrice, une phrase clé, une phrase choc qui dit bah, le pourquoi MSH existe aujourd'hui vis-à-vis de ses clients. Et puis une deuxième chose qu'on aimerait faire, c'est un joli film qui retrace tout un tas de moments vécus par les uns ou par les autres. Ça peut être l'aide à la contribution d'une licence, ça peut être l'aide à sauver une petite fille parce qu'on lui trouve le médicament qui va bien pour qu'elle puisse continuer de vivre. Ça peut être aller via notre direction du réseau chercher un dispensaire où on va gérer les accouchements à $15. Ça peut être contribuer à protéger la santé de gens qui vont sur le terrain, comme là par exemple MSF, et qui n'iraient pas sur le terrain pour aider les plus nécessiteux si on ne les couvrait pas nous-mêmes via notre plan de santé. Voilà, on pourrait en faire des kilotonnes. On va faire un joli film pour se remémorer tous la fierté qu'on a de travailler pour MSH. Et justement, merci Laurent, on vous propose de contribuer à la définition de la nouvelle raison d'être de MSH. Donc c'est un peu un challenge, parce qu'on a une agence qui travaille sur le sujet. En parallèle, on vous sollicite pour contribuer à la définition de cette raison d'être. Donc la raison d'être, c'est quoi? C'est formaliser en quelques mots l'utilité de l'entreprise pour la société. Donc je vous donne juste un exemple. Là, par exemple, la raison d'être de Danone, c'est apporter la santé par l'alimentation. C'est simple, on comprend bien de quoi il s'agit. Donc, faites-nous des propositions. Donc là, il y a We Need You, il y a une adresse email qui va apparaître. Donc, il est concours@msh-intl.com. Vous avez jusqu'au 7 juin et la meilleure proposition se verra récompensée d'un chèque cadeau de 100 €. Donc, on compte sur vous. On passe la parole peut-être. Ça marche, merci. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez, je pense qu'il y a plein d'idées et c'est bien que chacun puisse concourir à la raison d'être. Et c'est vrai que j'ai été surpris. Je n'avais pas fait attention, mais on n'a pas de raison d'être. Donc c'est pas mal de s'en donner une. Voilà, donc le deuxième groupe, il y avait Karine et Najette avec qui on a travaillé sur le management. Alors, dans vos retours sur le baromètre social, il y avait des éléments extrêmement positifs sur le management, il faut quand même les souligner. L'accompagnement des managers au niveau du changement, l'atmosphère qu'il y avait au sein des équipes, la connaissance que vous avez de vos objectifs et comment vous pouvez contribuer à la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments extrêmement positifs qui remontaient, mais il y avait aussi des points d'amélioration qui ont été soulignés sur le feedback, sur la visibilité sur mes évolutions de carrière, et puis également dans les verbatims sur la méritocratie. Du coup, on ne va pas tout reprendre là, mais ce qu'on s'est dit dans le groupe de travail, c'est qu'on pourrait déjà travailler sur les pratiques managériales, notamment avec un peu plus d'homogénéité, comme par exemple qu'il y ait au moins une réunion de service minimum tous les mois avec des échanges entre le manager et les collaborateurs sur l'actualité, celle des autres services, etc. Sur la volonté de déléguer, quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on ne le fait pas, ce genre de choses. Sur le fait d'avoir des communications montantes et descendantes.
entre le manager et son équipe. Et le fait de pouvoir régulièrement donner du feedback et pas attendre un entretien d'appréciation pour dire ce qu'on a apprécié ou pour dire ce qu'on a moins apprécié, ce que le feedback, ça peut être positif ou pas positif. Et puis il y avait un point sur le fait que les valeurs du groupe ne sont pas tellement perçues, connues, portées, et donc il y a quand même un travail à mener pour faire un peu de pédagogie et de multiplication. On a fait pas mal de recommandations, donc ça a été assez riche. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait venir Marie, la RH qui s'occupe de MSH, sur la dernière réunion, de manière à ce qu'elle puisse absorber tout ce qui a été recommandé et qu'elle puisse voir avec la RH ce qui va être repris dans le guide des pratiques du management qui va être fait par le groupe et dans les formations managériales qui sont prévues. Donc déjà, je suis très fier parce que, par exemple, sur les valeurs, ça a été repris dans les formations managériales qui sont en train d'être déployées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire porter un maximum par le groupe, que ce soit au bénéfice de tout le monde, et puis ce qui n'est pas pris, on verra si on fait un spécifique pour MSH. L'autre volet, c'était mes évolutions de carrière et la transmission du savoir. Comment fait-on quand on a des experts qui peuvent être parfois un peu seuls et sur lesquels il faut travailler, notamment par rapport à s'ils prennent leur retraite. Alors, les recommandations, là, sont sur la visibilité, d'abord, des postes qui sont ouverts. Savoir ce qu'à mon niveau, j'ai des possibilités d'évolution, qu'est-ce qui m'est accessible, qu'est-ce qui se passe dans les autres services. Voilà, donc à nouveau, il y a un certain nombre de propositions qui vont être prises par le groupe, notamment sur tout ce qui est comment je peux rendre plus visibles les postes qui sont ouverts. Mais on va aussi lancer au deuxième semestre ce qu'on appelle un talent management, c'est-à-dire l'identification des talents, des gens qu'on doit accompagner, des experts, pour voir comment on peut effectivement anticiper le transfert et la transmission d'expertise. Et puis également, on va essayer de réfléchir à comment on peut, dans le cadre de l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, c'est l'entretien qu'on doit avoir tous les 2 ans avec son manager, dans lequel on peut se projeter. C'est où est-ce que je peux être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. On peut aussi dire que si on veut partir à la retraite, je crois que c'est dedans. Et là, l'idée, c'est de voir si le manager, je peux l'aider pour lui donner l'option de proposer des vies ma vie. J'aimerais faire une mobilité dans le service, pas forcément CMSH, à cet endroit-là, et faire en sorte qu'on puisse, tiens, tu vas passer une journée dans le service, tu vas passer une semaine dans le service, de manière à mieux connaître, mieux comprendre ce qu'il y a dedans, et voir si ça vaut le coup de faire une mobilité ou pas dans ce service. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre, donc il faut qu'on ait un petit peu de temps pour bien y réfléchir, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire ça au deuxième semestre pour une mise en œuvre début 2025. Voilà sur ce groupe de travail. Encore merci Karine et Najed de m'avoir accompagné et Marie pour avoir repris un grand bout des idées au niveau du groupe. Alors, sur le troisième groupe, donc c'était un groupe de travail sur la communication. Donc, merci également à Karine et Najed. Et j'avais aussi la chance d'avoir Marie-Gabrielle et Sonia. Donc, évidemment, communication, c'était très large. Ce qui est ressorti, c'est plutôt un diagnostic et des propositions sur la communication entre les équipes au sein de MSH, sur la communication au sens, partager des informations générales. Le feedback était plutôt positif, et notamment via les initiatives des webinaires. Ce qui est ressorti, effectivement, c'est bien que les gens, les collaborateurs se connaissent bien, collaborent bien, on reste une entité à taille humaine, et c'est vrai que pris dans les urgences du quotidien, on peut parfois, dans cette communication sur le partage, manquer quelques étapes, c'est pas forcément évident. Et donc, on a décrit parfois une difficulté à chacun reste un petit peu dans son silo, malgré, encore une fois, le fait que les équipes travaillent ensemble, mais c'est souvent dû d'ailleurs à des raisons de temps et de manque de temps. Donc, il y avait un souhait qui est exprimé d'essayer de voir comment on pouvait davantage partager la connaissance, avoir une vision de bout en bout et plus globale. Pour prendre des exemples plus concrets, par exemple, une fois qu'il y a eu un appel d'offres, qu'est-ce que ça a donné? Donc, en général, on partage l'info, vous savez si on a gagné, pas gagné, mais il peut y avoir un besoin de partager davantage sur les étapes immédiates, et notamment si on n'est pas retenu. Est-ce que c'est pour des raisons de coût, des raisons que le tenant était à l'évidence très bien positionné? Voilà. Donc, il y a eu un souhait qui est exprimé dans ce sens d'essayer d'avoir davantage une vision globale et moins peut-être en silo comme chacun peut l'être. Et donc, ça manifeste aussi une curiosité et un besoin de compréhension globale.
Alors, les pistes de travail qui ont été évoquées, elles sont plutôt à la main de vous, de messages, parce que ça relève plutôt de prendre le temps et d'avoir certains réflexes quotidiens. On a parlé de session vie ma vie, ça rejoint ce que tu viens de dire, Fred, pouvoir avoir cette vision autre, transdirection, de la gestion du commerce, etc. Renforcer la communication interne. Alors là, c'était peut-être plus un sujet. J'ai eu une proposition de renforcer les capacités pour ce faire. Alors on voit qu'on a un besoin d'animation, de relais d'information, pour voir quelle forme cela peut prendre. Côté opération, c'est qu'il y a une organisation, notamment via Connect et la newsletter gestion. Est-ce que, question mark, il faudrait envisager un support qui soit accessible à toutes les équipes? Il y a bien sûr un programme d'onboarding et de formation qui a été salué, mais voilà, peut-être qu'on peut aller encore un peu plus loin davantage dans l'onboarding entre les deux sites Equinox et Season. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, voilà, effectivement, parfois, un collaborateur peut avoir une vision du process, mais à la fin, voilà, il y a des débranchements ou des rebranchements, on peut louper certains épisodes. Donc, pourquoi pas instaurer des retours d'expérience quand on a un succès fort ou un échec. Alors, à l'évidence, on ne peut pas le faire sur tous les dossiers, mais ça a été jugé intéressant par les collaborateurs. Voilà. Super, donc voilà un certain nombre de pistes de travail. Le retour de webinaire en 2023 était un peu tardif. Du coup, c'est plutôt au deuxième semestre qu'on va travailler sur ces pistes et la mise en œuvre de ces recommandations, ce qui n'empêche qu'il est vraiment important que vous répondiez sur le prochain baromètre qui va être émis en juin. Et on verra si on doit ajuster ou ce qu'on doit mettre en complément par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Voilà, maintenant je vous propose qu'on parle des offres du CMSH et comment on décide de les mettre ou pas en marché. À toi, Séverine. Merci Fred. Alors on a voulu vous parler, faire un focus sur un process qu'on a mis en place il y a quelques mois pour piloter mieux la création et l'évolution de nos offres chez MSH. Alors, pour démarrer, quand on parle d'offres, de quoi parle-t-on? Les offres, c'est globalement toute la série de produits et de services qu'on va proposer. Alors, on propose évidemment des produits d'assurance, santé et prévoyance à l'international, donc pour toute personne qui n'est pas dans son pays d'origine, si on peut le dire simplement. Mais on va surtout, j'ai envie de dire, et avant tout, offrir un service autour, un service de gestion. Alors, ça va inclure tout un certain nombre de choses, évidemment, les services de remboursement, l'accès à un réseau, le tiers payant, le fait d'être disponible en 24/7, tous les services aussi digitaux, de portail, d'appli, etc. Et récemment, chatbot, live chat. Et puis, autour, on a commencé et on continue à développer des services additionnels, on va dire, de téléconsultation, de prévention, dont prévention psy avec Telmed, de bilan de santé, prochainement de conciergerie, etc. Et donc, cette galaxie des offres, elle est sur l'intégralité de nos clientèles, que ce soit des OI, des ONG, des grandes entreprises plutôt sur mesure, auprès des ETI ou en tout cas des petites populations d'expats et des individuels plutôt en packagé. Et puis, on va dire sans le cœur bleu, tout le service de gestion pour des assureurs et aussi parfois des courtiers. Donc, une fois qu'on a défini un peu de quoi on parlait en termes d'offres, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place un process de suivi et de pilotage des créations et évolution des offres? Alors, nos commerciaux nous diront, parce que moi, j'ai besoin d'une grande gamme de services et de produits pour vendre. Alors, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre sujet qui est réel, c'est qu'un produit ou un service, quel qu'il soit, il a un cycle de vie, c'est-à-dire qu'au bout de X temps, finalement, il va arriver à maturité, il va y avoir des concurrents qui vont arriver, et puis on arrive sur la fin d'un cycle de vie. Il y a deux façons de
j'ai envie de dire, de gérer ce cycle de vie, c'est soit de lancer une deuxième offre, et souvent il faut y penser avant même que la première arrive à maturité, soit il faut très régulièrement monitorer et revoir nos offres et les faire évoluer de façon à ce qu'elles soient toujours en adéquation avec les besoins du marché et puis compétitifs par rapport aux concurrents. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des gammes relativement conséquentes pour qu'on puisse faire de l'upsell. Il faut aussi régulièrement revoir, voire refondre nos produits. Et donc, ça veut dire que il faut aussi pouvoir choisir ce qu'on va lancer, puisqu'on a une bande passante, il y a un petit peu de temps de latence. Voilà, on a une bande passante réduite. Et parmi tous les projets qu'on a, que ce soit de lancement de nouvelles offres, de refonte de nos offres, il faut qu'on choisisse et il faut qu'on arbitre, qu'on priorise ce sur quoi on veut travailler. Le dernier point qui nous a amené à construire ce process, c'est que pour avoir une bonne offre, en fait, elle doit répondre à 3 exigences fondamentales. Alors, répondre aux besoins du client, ça paraît être une évidence, mais ce n'est pas forcément le plus simple, c'est-à-dire qu'il faut partir du besoin du client, il faut l'écouter, et tous chez MSH, qu'on soit au médical, qu'on soit chez Pressert, qu'on soit aux réclamations, qu'on soit à l'indemnisation, qu'on soit commercial, on est au contact du client et on a des infos sur son besoin. Il faut ensuite que ça entre dans notre stratégie. Donc, en séminaire COMEX l'année dernière, je vais y revenir, formaliser les axes stratégiques vers lesquels on voulait aller. Et puis, évidemment, il faut qu'on ait un business case qui soit consistant, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait un besoin, il faut aussi que lancer ce produit soit évidemment rentable pour nous, c'est-à-dire qu'il y ait des volumes et un revenu qui soit en relation avec ce que ça va impliquer comme investissement de notre côté. Donc ça, c'est le pourquoi. Alors, c'est pas grave. Un focus sur les axes stratégiques rapidement. On a, on peut tous les afficher d'un coup, sur nos métiers de typier, mais je ne vais pas y revenir. Laurent en a largement parlé, c'est un axe stratégique fort, de professionnaliser, systématiser notre approche. Sur le courtage, le développement sur d'autres géographies et puis évidemment le développement des produits packagés. D'aller sur de nouveaux territoires aussi, sur des santé, des programmes santé, prévoyance qui sont au premier euro, et puis d'aller plus vers de la prévention et de l'accompagnement médical. Donc, ceci étant dit, concrètement, comment ça se passe? Ce process, on l'a mis en place, donc, comme on l'a dit, répondre aux besoins du client. J'y reviens parce que c'est vraiment le cœur et je pense le plus important. On est tous acteurs pour entendre les besoins différents du client, puisqu'on est en contact tous avec différents clients à différents moments de leur cycle avec nous. Donc, du coup, notre process, il commence par là. Il commence par le fait d'avoir des idées, de faire de la veille également sur ce que lancent les concurrents ou sur les nouveautés du marché. À partir de là, on va avoir la partie vérification que le produit ou l'offre entre dans notre stratégie. Donc, on va au niveau, on va faire un pré-filtrage pour vérifier que l'idée, ou en tout cas l'offre à laquelle on pense, soit en alignement avec notre stratégie. Ensuite, on a, donc là, pour faire ça, on va le mettre dans notre petite pyramide, et j'ai mis volontairement, par exemple, on s'était posé la question de savoir si on pouvait promouvoir des offres pour le déménagement international. En fait, ce n'était pas dans notre stratégie, donc typiquement, ça fait partie d'offres qui n'iront pas plus loin. Ensuite, on va, une fois qu'on a ça, on va devoir vérifier qu'il y a un business case consistant. Donc, c'est là qu'entre en jeu le marketing produit, le marketing des offres, qui va faire une étude. Donc, concrètement, une fois qu'on a l'idée, qu'on a préfiltré que c'était en alignement avec notre stratégie, on réalise un premier go-no-go pour étudier, faire une étude de marché globalement, savoir si on veut créer cette offre. Une fois que donc, cette étude est réalisée par le marketing, ensuite on a le marketing qui présente son étude, on va faire un deuxième go-no-go pour créer l'offre. Une fois qu'on est parti en création, on crée l'offre, on va la tarifer, on va négocier avec des partenaires,
Et puis, on va faire un dernier go-no-go de lancement avant de lancer l'offre pour vérifier que tout ce qu'on a négocié, tous les tarifs correspondent réellement à ce qu'on voulait faire au départ. Et la dernière étape, elle est extrêmement importante, c'est qu'une fois que l'offre est sur le marché, eh bien, il faut continuer à la monitorer et à la faire évoluer. Et à la limite, au bout d'un certain temps, on revient dans le cycle, puisqu'il faudra peut-être la faire évoluer. Donc ça, c'est globalement le process qu'on a mis en place. Les différents go-no-go se produisent à l'occasion d'un comité des offres. Donc, lors de ce comité des offres, tout simplement, on a mis à plat ce cycle, chaque colonne représentant une des étapes du cycle. Et pendant ce comité, eh ben, on va étudier les différents go-no-go, donc les produits ou les offres qui seront arrivés à des moments clés sur lesquels il faut qu'on se décide de savoir si on continue ou pas dans ce sens. On vous a mis deux exemples de go-no-go récents. Le premier, c'était une idée qui nous venait de l'équipe médicale, qui a été présentée par Julie et David. Donc, une proposition de monter une offre de livraison de médicaments qui soit un peu plus industrialisée que les quelques tests ou les quelques fois où on l'a fait. Donc ça, c'était typiquement une idée qui nous venait de la pratique de nos équipes médicales. Et puis un deuxième go-no-go, go-no-go pour études également, qui nous a été présenté par Johanna récemment, qui avait l'idée qui en avait assez en fait en tant que commercial de dire à des sportifs qu'on n'avait rien pour eux. Donc en fait, elle est finalement venue nous proposer de monter une offre pour cette cible-là. Et donc de la même façon, c'est un projet qui est à l'étude actuellement. Voilà, donc pour résumer, ce qu'on doit retenir, c'est vraiment que pour avoir une bonne offre, il faut évidemment que ça réponde aux besoins du client, que ça en donne notre stratégie, et il faut faire une étude de marché pour vérifier qu'on a un business case consistant. Et sur le fait de répondre aux besoins du client, on est véritablement tous acteurs. Il y a un comité des offres environ tous les 1 mois et demi. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez tous soumettre des idées. Le contact et la personne qui met en œuvre tout ça, qui gère le comité des offres et qui pilote tout le process, c'est Axel Laure. Donc, vous pouvez la contacter directement et elle pourra vous aider à structurer votre idée si on veut qu'on l'étudie en comité des offres. Merci Séverine. On va prendre des premières questions. Eh ben, vous voulez bien. Donc la première question par rapport à NASCO, l'acquisition de NASCO qui est dans les tuyaux, est de savoir quel impact ça pourrait avoir sur l'activité de MSH et surtout par rapport au portefeuille compliant aux Émirats Arabes Unis, avec les difficultés de renouvellement qu'on peut connaître. Alors, il y a trois choses rapidement. Alors, je n'ai pas précisé, mais le groupe NASCO, en dehors de ce point, on prend 51%, a aussi des activités, une petite compagnie d'assurance et un PPO qui s'appelle Best Assistance qu'on utilise déjà. Donc, on va travailler, donc on estime que Best ne fait pas partie du deal, mais fait partie de la famille finalement. Donc, on va avoir des travaux qui vont s'engager entre MSH Dubaï et Best Assistance pour voir s'il n'y a pas lieu d'être malin. J'ai par exemple comme idée que si demain on a des clients français qui veulent qu'on ait une licence à Oman, il faut s'installer à Oman, y mettre de l'argent, etc. Peut-être que si je le faisais en mode partagé, 50-50, je fais la moitié de l'investissement, alors j'ai que la moitié des bénéfices, ça marche, mais ça permet de limiter. Donc voilà, alors, ça doit rester entre nous et les 200 et quelques qui les écoutent, hein. C'est pas trop écouté, mais c'est de voir s'il y a des choses à faire avec cette partie-là qui n'est pas dans le deal, mais qui est finalement dans la famille. Maintenant, quand on rentre dans le deal, il y a dans l'activité courtage direct, NASCO est très présent aux Émirats Arabes Unis, notamment sur l'assurance frais de santé, courtier en assurance frais de santé. Et là, on pourrait regarder, puisqu'aujourd'hui, ils vont travailler avec une MJU qui s'appelle Max Medical, et puis avec April, s'il n'y a pas lieu de pouvoir les remplacer, ou en tout cas proposer une offre qui serait regardée. Alors, c'est un courtier, il doit travailler d'abord dans l'intérêt de ses clients, donc il faut que notre offre elle soit bien placée, que les services soient là. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que si on arrive à répondre à leur demande d'avoir une offre identique, par exemple, à celle d'April, alors qu'on est la clause de la nation la plus favorisée,
C'est-à-dire qu'étant dans la famille, ils nous favorisent un peu plus. Donc là, il y a pour Dubaï presque un game changer en potentiel, parce que Nasco est vraiment très gros. Et pour Dubaï également, la possibilité de regarder un peu plus le Royaume-Uni, le Royaume d'Arabie Saoudite, pardon, là où ils sont beaucoup plus présents que nous et ils ont des volontés d'investissement. Et puis le dernier point, c'est la partie réassurance, c'est un courtier de réassurance. Sur cette partie-là, je ne sais pas à quel point ils sont bons dans le monde de l'IPMI. Donc on a prévu, ça n'a pas eu lieu encore, de se parler. Là, on fait attention, hein, puisque je dis le mariage n'est pas consommé aujourd'hui. Donc on n'est pas censé avoir trop de réunions tant que les autorités n'ont pas donné leur accord. Mais on va essayer d'en faire quelques-unes quand même, on va perdre du temps, pour voir quelles sont les capacités de réassurance auxquelles ils ont accès, qui pourraient nous, pour de l'IPMI, nous donner des réponses sur des produits sur lesquels on serait peut-être meilleur ou des choses qu'on ne sait pas faire et que pourrait nous apporter. Donc ça, c'est encore à venir. Donc voilà, 3 axes. Best assistance pour la partie PPO, TPA, apporteur d'affaires pour MSH Dubaï et apporteur de capacité de réassurance par Nasco. Ok, merci. Fred, toujours sur l'activité internationale, donc une question qui est posée sur la montée en puissance au Canada des contrats Maple Leaf. Oui, alors vous l'avez vu, je ne sais pas si tu veux répondre, mais vous l'avez vu dans les chiffres, il y a une grosse croissance du Canada. Il y a ce qu'on appelle un effet base. Le contrat Maple Leaf, il démarre au 1er juillet 2023. Et donc, c'est un contrat qui doit faire en moyenne, pas la première année, mais en moyenne, il doit faire 7 à 8 millions de dollars canadiens. Ce qui fait que là, aujourd'hui, j'ai ces revenus sur le premier trimestre, alors qu'au premier trimestre 2023, le contrat n'avait pas démarré. Donc, j'ai un énorme effet base. À partir du 3e trimestre, on n'aura plus autant, parce que là, j'aurai déjà eu 3 mois d'activité de Maple Leaf. Mais c'est un contrat qui va générer plus de $8 millions. Notamment, il y a un peu plus de travail qu'escompté. Donc, on a eu quand même des vrais problèmes de service au début, pour être honnête. On a eu des stocks, on a eu des clients mécontents, mais parce que les chiffres qui nous avaient été communiqués pour répondre à l'appel d'offres étaient incorrects. Donc, il y a un débat en cours qui n'est pas simple avec le partenaire Canada Life et le gouvernement canadien pour dire vous ne nous avez pas donné les bonnes informations, nous avons staffé à hauteur de 60-70 collaborateurs pour répondre à ce contrat. On n'arrive pas à répondre complètement parce qu'il y a plus d'activités que vous avez prévues. Donc vous allez donner plus d'argent et on va recruter plus de monde. C'est pas simple parce que voilà, c'est un contrat gouvernemental, donc avec des règles d'appel d'offres, marché public, etc. Mais probablement que les revenus seront supérieurs. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que la marge soit préservée, c'est-à-dire qu'on ne dise pas on donne un peu plus d'argent et tu vas recruter beaucoup plus, et que ça, on n'a pas des grosses marges au Canada et que ça écrabouille les marges. Mais donc c'est un contrat qui a été un peu accouché dans la douleur, comme souvent dans les gros contrats. Là, c'était, je ne sais pas si c'était Olivier Lavalenne, c'était Olivier Lavalenne, mais qui est signé pour 8 ans avec des extensions, donc il peut durer 12 ans au total. Et du coup, je suis assez confiant que ça va délivrer dans la durée. Ok, merci. Une question cette fois-ci qui porte sur la cyberattaque qui a eu lieu chez Almeris. Est-ce qu'une nouvelle com ou une mise à jour est prévue à partager avec les clients suite aux actions qui ont été prises par Almeris? Alors, je pense que ça a été fait. Je vérifierai, mais pour moi, on a communiqué l'ensemble. Après, dans les données volées, il n'y avait rien de trop dramatique. Il n'y avait pas des conditions médicales d'une personne. Mais on a effectivement déjà indiqué aux gens que leur donnée est susceptible d'avoir été volée. Après, on a revérifié. Après, on a expliqué ce qui a été réalisé. Je pense que la boucle est bouclée à ce niveau-là. Mais je pourrais vérifier si ce n'est pas le cas. Simplement, ce qu'on voit, y compris chez nous, on s'est rendu compte que, vous savez, par RGPD, on doit anonymiser des données au bout de, je regarde, 3 ou 5 ans. Soit les effacer, soit les anonymiser. C'est un travail qui n'est pas toujours fait et que ces opérateurs tiers payants, un des deux, n'avaient pas fait non plus. On s'est retrouvé quand même à avoir des données qui avaient peut-être 6 ans, 7 ans d'âge, qui avaient été potentiellement volées. Donc voilà, je ne suis pas très satisfait des cyberattaques. Il y a de la vertu, c'est que ça nous oblige quand même à s'assurer qu'on gère les risques et que voilà, tout soit fait. Encore une fois, ce n'est pas MSH ou DioCSI qui a été victime de cette cyberattaque, c'est un opérateur, mais c'était des données qui ont été volées, qui sont des données de clients MSH ou de clients PC.
Ok, merci. Une question business, peut-être pour Laurent, sur les baleines qui ont beaucoup plu. Est-ce qu'on parle de date d'effet 2025 hein, on parle de quoi comme date d'effet Alors, ça dépend. Il y en a qui sont date d'effet 1er janvier 2025 et il y en a qui sont date d'effet 1er janvier 2026. Voilà. Donc, Schlumberger, par exemple, c'est 1er janvier 2025. L'OCDE, c'est 1er janvier 2026. Ok. Ok. Ah, donc on peut en faire plusieurs, c'est ça. Quand on dit 2, c'est 2 par an. Évidemment. Une question cette fois-ci qui porte plutôt sur l'ouverture du centre de gestion en Malaisie. Donc pour savoir quelle est la date précise prévue et est-ce qu'il est prévu une com aux clients, aux partenaires assureurs, comment on va communiquer sur cette ouverture. Je regarde, pourtant. Alors, moi, que c'est Doua est en ligne, je ne sais pas si elle doit répondre. Parce que tu nous as Je peux répondre. Voilà. Allez, vas-y, Doua. Ah, par écrit. Oula. Faut taper vite alors, Doua. Je suis en train de voir si on peut. Je pense que ça l'étude de doigt pour lui permettre de nous rejoindre. Hop. C'est bon, tu as posé le micro. Ouais. Ton micro est ouvert normalement. Ah, c'est parfait. Bonjour à tous. On t'entend, Doua. Bienvenue. Bon, bah, c'est parfait. Ce que je disais, c'est que le 9 juillet, on lance les formations de nos 22 collaborateurs. Pour la majeure partie, ils ont été recrutés. On a reçu des signatures de leur part sur leur contrat de travail. Donc, c'est plutôt en très, très bonne voie. On les forme en juillet-août. En septembre, il y a le transfert officiel de l'activité de la Chine vers la Malaisie. On a juste à peaufiner la montée en charge de l'équipe à partir de septembre. Donc là, on a commencé les discussions avec Shanghai pour voir quel échéancier et planning on prévoit. Et puis par la suite, en termes de communication, alors il y a les choses se font un peu en deux temps. Il y a les premières communications qui sont faites par les équipes commerciales et par les équipes opérationnelles à tous nos clients, notamment les clients qui nous l'ont demandé, qui ont demandé de compartimenter les données et d'isoler les données pour que la Chine n'y ait plus accès. Donc, je pense notamment à des clients comme Michelin, TGF, qui le demandent assez régulièrement. Donc ça, ils sont informés. Les partenaires assureurs, on a des comités assez réguliers avec eux. Donc, par exemple, pour ne citer qu'AXA, le 23 mai, on a un comité trimestriel où on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour communiquer. Et puis, on a préparé un support de communication également pour le diffuser auprès des clients, des assureurs. N'hésitez pas à en faire part aux équipes commerciales qui l'ont, aux équipes marketing bien sûr et aux équipes opérationnelles. Donc ça, on le diffuse tant qu'on peut. Et sur les supports de communication, ça se fera au fil de l'eau. Il y a tout un projet sur lequel on a commencé à se pencher avec les membres du COMEX MSH pour mettre à jour tous les supports de communication par la suite. Ça, c'est un chantier assez important, mais qu'on fera au fil de l'eau, comme on avait eu pour la création de la plateforme tunisienne. Merci beaucoup, Doua, pour ces précisions. Avec plaisir. Une question sur les groupes de travail. On a évoqué la suite au baromètre social 2023. Un feedback de ces groupes de travail est-il prévu au CSE? Alors, oui, il n'est pas spécifique sur un message, c'est-à-dire que les autres BU ont également travaillé sur leur baromètre. Du coup, il y a une compilation qui est faite par la RH et qui va, donc je pense que ce sera encore plus condensé que ce que on vous a fait et qui va effectivement donner un feedback plus général sur ce qui a été fait par rapport au premier baromètre. Je crois même, j'espère qu'ils sont intégrés. J'avais demandé une question sur est-ce que vous avez vu qu'il y a des choses qui avaient été faites par rapport au précédent baromètre, même si je sais que ça sera moins réussi la première fois parce que le baromètre a été délivré tard.
mais qui est important pour que quand vous remplissiez, vous ayez l'impression que ça a été écouté et intégré dans quelque chose, sinon ça sert. Donc oui, il y a un feedback qui est prévu en CE, mais plus vrai pour l'ensemble des entités. Ok, merci. Alors une question en amenant une autre. On revient sur une question qui porte sur la gestion et l'ouverture de Kuala Lumpur. Sur la bascule gestion MSH Shanghai vers MSH Kuala Lumpur, comment cela se passera-t-il pour les clients individuels? La question est peut-être... Je peux y répondre, vu que mon micro est encore actif, vous ne me l'avez pas bloqué. Donc, alors, c'est la même règle de transfert que pour le collectif, hein, c'est-à-dire que tous nos assurés en individuel hors Chine et hors Hong Kong feront partie de la bascule. Hein, donc, ils seront gérés depuis Kuala Lumpur plutôt que Shanghai. Après, encore une fois, les décisions de transfert, ça va être beaucoup plus un par palier pour aider la filiale de Kuala Lumpur à vraiment être opérationnelle et à pas débrancher d'un coup la gestion chinoise, qui est très bonne hein, de par ailleurs, côté qualité. Donc, on va faire en sorte qu'on monte en charge. Donc, il y aura une marche en double un certain temps. Et puis, par la suite, tout sera transféré complètement, donc, hors Chine et hors Hong Kong, encore une fois, pour les individuels et les collectifs. Ok, merci beaucoup, Doua. Autre question sur plutôt le pilotage, enfin sur le comité de pilotage des offres. Donc c'est une demande de confirmation hein, sur le fait que tout le monde pourra bien poser des questions dans le questionnaire qui suivra à l'issue du webinaire. Je confirme, il n'y a pas de mauvaises idées. On a mis en place justement ce process pour avoir tout un tas d'étapes de validation et puis au final ne garder que celles dont on pense qu'elles vont véritablement avoir de l'impact et ramener du business à MSH. Mais plus on a de bonnes idées au départ et plus on pourra justement générer de bonnes offres à la fin. Donc tout le monde, absolument tout le monde, a le droit d'avoir de bonnes idées, bien évidemment. Autre question sur le comité de pilotage des offres. Est-ce que des offres comme la conciergerie médicale ont déjà été proposées? Tout à fait. Et la conciergerie médicale est en plein processus. Donc, c'est une des offres qui a étraîné, j'ai envie de dire, le comité des offres, qui a permis de le roder. La conciergerie médicale est passée en go-no-go étude. L'étude a été faite. Et donc, je crois que l'offre est en création. Et elle passera ensuite en go-no-go de lancement. Merci. Séverine, question par rapport à la raison d'être et au film afférent. C'est une question qui me va très bien. Pour le film MSH, outre les canaux habituels, donc nos sites web et les médias sociaux, des pubs TV sont-elles envisagées? Alors, je vais répondre. Oui. Parce que, alors, on peut trouver certains médias auxquels on ne pense pas immédiatement. Je pense à TV5 Monde. Et là, je vous parle d'expériences sur une vie passée. On peut trouver des créneaux à des tarifs relativement intéressants et où on touche directement notre cœur de cible. Je vous jure, ce n'est pas moi qui l'ai posé la question. Voilà. Oui, je peux pas répondre, c'est une question de budget. C'est une question de budget. Une télé, ça coûte un bras. Mais pas forcément. L'impact aussi. Ouais. Il faut savoir qui tu veux atteindre. Alors, en toute transparence, on a une petite difficulté à connecter Alain Sprout. D'accord. Ce que je me disais, peut-être. Donc, pour commencer, pour essayer de faire en sorte de le faire venir, peut-être, Fred, tu pourrais nous raconter l'anecdote, parce que j'ai plus de questions. Peut-être nous raconter l'anecdote. Oui, je vais vous dire un mot rapidement, puis si on n'y arrive pas, on le reprogramme. Parce que j'ai vraiment très envie que vous découvriez cette activité qui est peu connue en fait, hein, les assureurs. Donc ils sont basés à Anvers. C'est pas idiot hein, pour le monde du diamant. Ils ont des bureaux à Dubaï, dans d'autres villes qui sont connues pour avoir du trading de diamants. Ils ont une offre qui va de la mine de diamants jusqu'à la couverture des bijoutiers. Et voilà. Et donc, dans les choses que Alain m'avait racontées quand on s'était rencontrés, il parlait d'un diamant
d'une valeur de 50 millions de dollars. C'est un gros diamant, je ne connais pas bien, mais ça va être un gros diamant avant la taille. Et ce diamant devait être taillé, mais compte tenu de son importance, etc. Il y a à ce moment-là souscription d'un contrat d'assurance pour la taille du diamant. Donc Alain dira mieux que moi, mais je pense qu'un diamant, encore une fois, je ne suis pas un expert, mais peut se fracturer quand on le taille ou peut être moins bien. Et du coup, il y a une prise d'assurance qui est faite pour dire si après la taille il est moins bien, il était abîmé, etc. Je veux avoir une assurance pour ça. Je crois que l'étude, pour décider à l'assurer, je ne parle pas pour faire la taille, je crois qu'elle a duré plus d'1 an. Parce que du coup, on va analyser le diamant avec des lasers, des choses comme ça, pour voir par où il doit être taillé, quels sont les risques et évaluer est-ce qu'il y a une chose sur 2 qui se fracture et à ce moment-là, la prime d'assurance est 50% de la couverture, ou est-ce que, quelles sont les probabilités d'avoir un pépin lors de cette taille. Donc ça a pris 12 mois pour faire toute cette étude, regarder, avant de trouver le contrat d'assurance. Donc après, c'est comme une opération, il y a la taille, le contrat d'assurance qui puisse répondre. Et je crois que la bonne nouvelle pour l'assureur, c'est qu'il n'y a pas eu de sinistre et que le diamant a été revendu tout de suite après la taille, 70 millions. Voilà, c'est quelqu'un qui a juste acheté pour faire tailler et revendre, mais qui a dû prendre une couverture d'assurance. Oui, je pense qu'il a dû prendre une couverture d'assurance et c'est nous, en tant que courtier, qui avons trouvé ces couvertures. Je trouvais que l'anecdote est assez marrante. Donc, je suis désolé qu'Alain ne puisse pas le faire en live. Je ne sais pas si on a réussi à l'avoir. Peut-être, si on pourrait peut-être tenter quelque chose, ce serait tout simplement de l'appeler par téléphone. Sinon, on va essayer de reprogrammer. Sinon, on va reprogrammer. J'en profite pour donner une anecdote. C'est sur le compte LinkedIn de Trisassure. Donc, vous avez peut-être entendu parler récemment du Met Gala, qui est le grand gala de la mode qui a lieu. Et donc, c'est Trisassure qui a assuré les bijoux que portait Cardi B. Voilà. Du coup, voilà, je trouvais que c'était marrant et je pense que je propose qu'on reprogramme que de vous faire découvrir cette activité dans le groupe qui est assez méconnue en fait. Alors, c'est vraiment une niche. On doit être le numéro 1 dans les tops de cette niche parce qu'elle n'est pas énorme. Et du coup, malheureusement, alors il est à Anvers, donc c'est peut-être la raison pour laquelle on a du mal, je ne sais pas bien. Mais je propose à ce moment-là qu'on la reprogramme et qu'on se fasse un mini WhatsApp dédié. Voilà, plus court que d'habitude, dédié à ça, histoire que vous puissiez l'écouter et que vous puissiez découvrir ce service de courtage qui existe, cette business unit qui existe dans la maison, qui est rattachée à la business unit internationale et qui est assez marrante de ses anecdotes et de son activité. Et qui est intéressé, quand on parlait d'avoir un cabinet de courtage en Chine, qui est un projet sur lequel on travaille avec Amandine, qui est intéressé dans ce projet, parce que Shanghai est pareil, comme Anvers est une grande ville. Maintenant, pour le diamant, je crois qu'il y a la Shanghai Diamond Tower, où il y a du trading de diamants. Donc, voilà. Du coup, vraiment désolé qu'on ne puisse pas avoir Alain. Et puis, n'hésitez pas dans le questionnaire qui suivra sur des thématiques prochaines. Donc, il y a des assures qu'on remettra au programme. S'il y a des sociétés dans le groupe qui vous paraissent particulièrement intéressantes, sur lesquelles vous aimeriez savoir plus, ou alors des activités au sein de MSH. C'est une bonne idée. Des activités qui sont parfois pas forcément... C'est une excellente idée. Je suis là parce que je connaissais, on vous le présentera. On avait également pensé à vous parler au niveau de Florence Soupe, de l'activité des SCS, notamment en France. Mais n'hésitez pas, s'il y a des parties du groupe ou même des services corporate, le M&A, l'IT, la RH, etc. On peut utiliser ces WhatsApp pour, comme on l'avait prévu, malheureusement ça ne marche pas aujourd'hui, mais de se donner 30 minutes pour vous présenter une des facettes, sans faire de jeu de mots avec les diamants, une des facettes du groupe. Et comme Cannes a lieu bientôt, si vous êtes cinéphile, vous voyez sans doute souvent le nom de Dio Siassi qui apparaît au générique. Si vous êtes patient et vous attendez un peu la fin. Oui, il faut vraiment regarder, il faut regarder vite, il ne faut jamais aller regarder, parce qu'il y a Rubini, Dio Siassi et Grâce à moi, je crois, comme étant les 3 courtiers un peu du monde du cinéma. Donc, si vous regardez à la fin, il y a les remerciements, il y a les banques et il y a le courtier d'assurance qui apparaît. C'est mieux qu'à... Exactement. Écoutez, ça a été un plaisir. Donc, vraiment, encore une fois, désolé pour l'histoire du diamant, mais ce n'est que partie remise.
de pouvoir faire cette 10e ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Donc voilà, vous avez vu que le groupe se porte plutôt pas trop mal, avec une croissance de 14% l'année dernière, et une dynamique qui se poursuit cette année. Je touche du bois pour que ça continue. MSH, merci à vous. On est sur une belle croissance portée par le Canada, mais aussi un beau pipe d'activité en France et un bon fonctionnement sur l'individuel. Donc j'attends l'hypercroissance avec plaisir, et j'espère des baleines à vous raconter. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la réponse, mais voilà, des baleines à venir qui sont d'excellents boosters de croissance. Si vous pouvez prendre, alors je regarde Zoé, s'il faut flasher, c'est ça, et puis remplir le questionnaire. Flash, on peut le faire nous-mêmes. Donc je vous laisse flasher, et puis aller faire le questionnaire. Donc c'est comme au kick-off, maintenant on le fait en ligne tout de suite. Je vous laisse remplir. Et j'ai vu que Axel Laure a dit que, je crois que dans le questionnaire, on peut même remonter des idées d'offres de services. Donc vous avez une prise de parole possible à ce moment-là. On avait épuisé toutes les questions. On avait épuisé toutes les questions. C'est bien, parce que d'habitude, on n'a pas toujours eu le temps de toutes les épuiser, c'est parfait. Et du coup, il y aura un lien après quand même, ou non, il n'y aura pas de lien? Si, avec le C'est sur le rattrapage. Si, on va adresser un replay. Je ne me rends pas compte si il faut pour le remplir, ce que je ne l'ai pas. Je suis rapide. C'est fait. Ok. Tu fais le questionnaire? Du coup, tu sens mon guinea pig pour savoir quand c'est terminé. Non, je termine. Ah, tu l'as fait déjà? Bon, bah, écoutez, je pense que tout le monde a peut-être terminé, ou sinon je vous laisse terminer tranquillement de remplir le questionnaire. Donc merci encore de votre participation. Dites-nous un peu le feedback, ce qu'on vous voulez qu'on change également sur les prochains. Vous savez qu'on est toujours très attentif à vos retours pour pouvoir s'améliorer sans arrêt. Voilà, encore une fois, ça se porte bien sur le premier trimestre, on touche du bois. Merci pour votre boulot, parce que voilà, c'est vous qui êtes derrière, qui faites le travail. Donc c'est apprécié, merci beaucoup. Et puis à la prochaine fois. On vous embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir.